Millions of Canadians are huddled indoors on this Sunday because of a nasty winter storm. The powerful system is drifting across central and eastern Canada. It brings with it piles of snow, biting winds, and bone-chilling cold. Temperatures are so low that just a few minutes of exposure could mean frostbite. Well, depending on where in Canada you're waking up, we probably don't have to tell you to dress warmly. In fact, it might not even surprise you to know that it is warmer right now in parts of Antarctica than it is in other parts of central Canada. People across Ontario digging out from a wicked winter storm this morning. Qu'est-ce qui peut bien motiver un type que personne ne connaît à s'aventurer là-dedans en dépit de tout bon sens? Aujourd'hui, je vous raconte une histoire incroyable. Celle d'un mec parti traverser le Canada à pied et en plein hiver. Alors la personne en question, c'est moi. Je m'appelle Dylan et d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu partir à l'aventure. Je suis né dans les années 90, à l'époque des téléphones fixes, et avant qu'on soit champion du monde pour la première fois. Je viens du sud-ouest de la France, un endroit où on voit la neige tous les 5 ans. Du coup, comment j'ai bien pu me retrouver dans ce merdier à l'autre bout du monde? On discutait, entre amis, autour d'un verre de vin rouge, et j'expliquais que je partais vivre à Vancouver en quête d'opportunités professionnelles. Ma meilleure amie vit à Montréal, donc concrètement, je comptais faire une petite pause pour la voir à Montréal et après prendre un avion pour Vancouver. Et un de mes amis, connaissant ma propension à aimer les choses un peu débiles et autres défis, me lance comme un challenge de le faire à pied. On rigole, et en fait l'idée fait son chemin, et je me dis, finalement, pourquoi pas en fait, partir à la découverte de ce pays par le biais le plus primitif qui soit, c'est-à-dire à pied. Mais au fait, il y a combien de kilomètres entre Montréal et Vancouver? Alors Montréal, c'est ici, au Québec, sur la côte est. Vancouver, c'est ici, en Colombie-Britannique, sur la côte ouest. Maintenant qu'on sait ça, voyons ce que nous raconte Google Maps. Bon, restons calmes. Qu'est-ce qu'ils veulent dire ces chiffres concrètement? Alors le 910 heures, ça veut dire 38 jours de marche. À supposer que je ne dorme pas, ne mange pas, ne boive pas, ne me lave pas, et garde une allure constante de 5 km/h pendant plus d'un mois. Du coup, on oublie. Alors autour du 4477 km. Ça veut dire que si je marche 25 km par jour, il me faudra 179 jours pour atteindre mon but, et ça sans aucun jour de repos. Tout en partant aussi du postulat que je ne ferai aucun détour et que je marcherai en ligne droite de Montréal à Vancouver. Ce qui paraît peu vraisemblable. Intéressons-nous maintenant au dernier chiffre important de ce tableau. Ça représente quoi ces 21 000 et quelques mètres avec ces flèches sur le côté? Ça signifie que tout au long de ces 4477 km, je vais rencontrer 21 883 mètres de dénivelé positif et 21 879 mètres de dénivelé négatif. Pour faire simple, je vais grimper et descendre 2 fois et demi l'Everest. Bon du coup, qu'est-ce qu'on en pense de ces chiffres? On n'en pense pas grand-chose. Mais concrètement, ces chiffres, ils ont un intérêt majeur. Ils nous permettent de nous rendre compte de la taille démesurée du Canada et de ce que ça implique de diversité. Alors un petit peu de géographie. Le Canada, c'est le deuxième plus grand pays du monde, juste après la Russie. Il fait une superficie totale de 9 984 670 km²
à savoir quasiment 16 fois la France. Malgré ça, on y dénombre uniquement 37 589 262 habitants, soit une densité de 4 habitants au kilomètre carré contre 101 pour la France. Pour ramener notre petit périple à l'échelle de l'Europe, la distance de Montréal à Vancouver, c'est un peu comme si vous partiez de Paris et que vous alliez jusqu'à Moscou. Et puis que vous en reveniez. Donc je me retrouve avec ce projet un peu fou de traverser le Canada à pied, de faire ces 5000 km d'est en ouest. Et à ce moment-là, je travaille en tant qu'ambulancier. Donc on est en août, il faut que je mette de l'argent de côté pour préparer cette expédition, pour acheter le matériel, etc. Pour valider mon visa, le seul moyen, c'est d'arriver avant janvier 2019 sur le territoire canadien. Donc, grosso modo, j'ai 5 mois pour réunir le budget. Avec mon salaire d'ambulancier et avec le temps qui me reste, je sais que je vais devoir travailler jusqu'au bout. Et ça change tout, parce que ça se transforme d'une marche à travers le pays à une marche à travers le pays en hiver. Et l'hiver canadien, c'est pas l'hiver comme chez nous. Donc ça change vraiment la préparation, ça change le matériel, et donc ça change encore le budget. J'ai déjà quelques aventures derrière moi, mais rien de cette ampleur, rien de cet acabit d'expédition polaire. Donc ni une ni deux, qu'est-ce que je fais ? Je contacte des mecs qui s'y connaissent. Par exemple Alban Michon, un explorateur polaire aguerri, une sommité dans le milieu, qui me répond très gentiment, et surtout qui a la patience de m'aider à faire ma liste matérielle, à répondre à mes questions, même mes questions les plus débiles pour être tout à fait franc, donc je le remercie infiniment. Il va me donner des conseils, et je le sais pas encore à ce moment-là, mais des conseils qui vont me sauver la vie. Bon, maintenant j'ai la liste de mon matos, il y en a pour 6 000 € juste de matos. Rien que le duvet c'est 800 € déjà, voilà, ça vous donne une idée globale. Donc c'est le moment de contacter des sponsors. Alors malheureusement, il s'avère que je ne suis personne, que personne ne me connaît, et que j'ai pas un CV assez fourni dans ce monde-là pour qu'on me donne carte blanche sur le budget. Donc je contacte des sponsors. Alors je suis à l'arrière de l'ambulance, ça secoue, etc. entre deux virages. J'envoie des mails en attente aux urgences et je reçois à peu près une réponse pour 100 mails envoyés, qui est souvent un refus très poli et presque généré par ordinateur. Donc c'est assez terrible. Mais il faut tenir bon, hein. Faut comprendre que de toute façon c'était un combat qui allait être compliqué déjà avant même de poser le pied sur le territoire canadien. Quelques journalistes me donnent ma chance, donc je fais quelques apparitions presse, quelques apparitions radio. Ça m'aide à gagner un peu en crédibilité et à donner un peu de visibilité au projet. Malheureusement, ça débouche pas sur du sponsoring de grandes marques, parce que clairement, encore une fois, pas assez de CV, pas assez connu. Je viens juste de lancer mes réseaux sociaux, à ce moment-là j'ai peut-être 100 followers sur Instagram et sur Facebook réunis, enfin voilà, c'est pas... je suis pas un bon investissement pour les marques, clairement. Donc ma copine et ma mère mettent en place une cagnotte participative, et clairement les gens donnent assez, donc 2 000 € au global, donnent assez pour me permettre de payer une grande partie du matériel, et des sponsors locaux qui croient en moi, qui me donnent ma chance, et qui me mettre le pied à l'étrier en me donnant les sous qui manquent pour acheter le matériel et mener à bien cette fin de préparation. J'ai enfin le budget, je peux enfin acheter mon matériel 10 jours avant le départ. Donc l'entraînement, les tests matériels, etc., ça va être express. On est à Bordeaux, donc en janvier il fait à peu près 10 degrés. Donc pour tester le matériel en conditions réelles c'est plutôt compliqué, on va pas se mentir. Je teste ce que je peux, c'est-à-dire le réchaud, j'apprends à m'en servir, j'apprends à planter ma tente, mais je peux clairement pas faire mieux. C'est le moment de dire au revoir à mes proches inquiets, des deux côtés. Je suis un peu inquiet, impatient, plein de sentiments en moi. Mes proches sont inquiets et je pense ravis de me voir partir après que je les ai saoulés pendant 4 mois avec ce projet. Et je prends l'avion en direction du Canada. J'atterris à Montréal le 9 janvier 2019. Il neige, il fait froid, rien de bien surprenant jusque-là, mais je me dis que je vais devoir affronter ces conditions pour les prochains mois. Combien de mois d'ailleurs ? 3, 6, 12. Comment le savoir ? C'est difficile immédiatement, dès le départ, c'est dur. Je me demande ce que je fous là dès le premier kilomètre. J'ai froid, mais tant que je reste en mouvement, ça reste tolérable.
Par contre, mon sac est lourd, beaucoup trop lourd, il fait 40 kilos. Mal au dos, mal aux jambes, mal aux épaules. J'ai du mal presque à garder l'équilibre dès qu'il y a un peu de relief sur le terrain. C'est horriblement dur dès le début, vraiment. Et je pense qu'il y a beaucoup d'explorateurs qui en parlent de ça, du départ. On remet tout en question, en fait. Ça fait des mois et des mois, voire des années qu'on travaille sur une expédition. Et on se retrouve là, dans le dur, à se demander si ça valait la peine, si tous ces sacrifices vraiment valaient le coup. Est-ce que vraiment on avait envie d'être là, finalement ? Est-ce que c'était l'objectif ? Mais je me dis que c'est normal, que je dois insister, que c'est le début et que mon corps va s'habituer, que pour l'instant c'est un choc. J'arrive d'un pays où il fait 10 degrés en hiver pour arriver dans un pays où il en fait moins 40, avec un sac hyper lourd sur le dos, enfin on peut pas vraiment se préparer à ça. Maintenant il faut y aller. Je vais m'habituer, je prends une routine, c'est-à-dire j'apprends à planter ma tente, à faire mon camp de base, à cuisiner. C'est un grand mot parce que cuisiner dans ces conditions-là, ça se résume à peu près à faire fondre de la neige, la porter à ébullition et la foutre dans un pot de lyophilisé, donc de la bouffe déshydratée. C'est pas de la grande cuisine, mais c'est le moment réconfortant de la journée. Bon, du coup, elle consiste en quoi cette routine? La préparation du camp de base. Je fais un trou dans la neige, enfin j'évacue la neige pour y planter la tente. Après je vais faire un petit trou devant pour me faire un petit feu. Et puis en espérant que ça se lève un peu pour qu'il y ait des étoiles. Et puis je vais recoudre mes gants. Une fois que j'ai creusé mon camp de base et que j'ai planté ma tente, je répète les mêmes gestes. J'installe mes affaires du même côté, je me change, je fais sécher mes affaires rapidement, je fais fondre de la neige, je mange, je me mets au fond de mon duvet, je pisse dans une bouteille. Je dors mal, je me change, je range mes affaires, je replie la tente et je repars. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé à quoi ça ressemblait l'intérieur d'une tente quand il fait moins 40? Non? Bah, je vous donne quand même la réponse. Ça fait presque un ciel étoilé. Dans la tente. Mais non, c'est de la glace. Je prends le pli, je commence à m'habituer à avoir cette vue au réveil ou même à marcher dans ces conditions. Une espèce de mélange étrange entre de la neige et de la grêle. C'est très bizarre. Et puis comme sorti de nulle part, un caillou vient se foutre dans ma chaussure. Mon réchaud, donc ce qui me sert à faire fondre de la neige et à manger chaud, vient de casser. J'ai pas de rechange, pour la simple et bonne raison que j'étais trop court en budget, il va falloir que je trouve des solutions. Manger froid, faire du feu. Je passe par des petits villages, mais aucun n'a la pièce qu'il me faut pour réparer mon réchaud. Et le froid s'accentue petit à petit. Tout est gelé. Il fait moins 35 degrés. C'est le bordel. Après une dizaine de jours de marche, j'arrive à Ottawa, à la capitale. Je suis ému aux larmes en voyant les buildings se décider au loin, parce que j'ai l'impression vraiment de franchir une étape en fait, d'avoir quelque chose de symbolique
d'avoir rallié 2 grandes villes, d'avoir rallié Montréal et Ottawa. J'ai l'impression d'avoir enfin accompli quelque chose, parce que c'est dur d'avancer tous les jours. Donc là, symboliquement, j'ai enfin le sentiment d'avoir franchi un cap. J'en profite pour me racheter un réchaud, moins performant que le précédent, en croisant les doigts pour qu'il fonctionne dans ces conditions extrêmes de froid. Je rencontre aussi Thibaut et ses adorables petits chiots, qui me loge et me nourrit pendant 2 jours. Il m'avait écrit en fait par la page Facebook de l'aventure, et c'est ma première rencontre avec la générosité des habitants du Canada. Alors Thibaut, c'est un Français qui a immigré là-bas, mais qui y est depuis un moment, et qui s'est adapté aux us et coutumes. Et les us et coutumes que je découvre comme ça, c'est l'ouverture aux autres et l'entraide. Et puis après ces 2 jours de repos et de compagnie humaine, où ça fait du bien quand même d'avoir des échanges dans la vraie vie, je repars à l'aventure, reposé, nourri et réchauffé. Et coucou. C'est dans ces conditions que je rencontre Harrison, un militaire pompier volontaire dans la petite ville de Deep River en Ontario. Entre Harrison et moi, ça commence bien déjà, parce que le soir, il me prépare un repas brocoli et poulet parmesan. Donc déjà, la rencontre était cool, parce que c'était mon premier vrai repas depuis un moment, depuis Thibaut, je pense d'ailleurs. On discute aussi, on échange sur le fonctionnement des services de secours dans nos pays respectifs. Donc c'est intéressant d'avoir son point de vue, d'avoir le mien, et d'échanger sur... d'apprendre sur le Canada, en fait, de découvrir des aspects du pays qu'on ne peut pas forcément appréhender dans les bouquins, etc. Donc c'est enrichissant, cette discussion. Le lendemain matin, je reprends la route, et Harrison, juste avant que je parte, me dit « Attends, je vais faire une photo de toi, et puis je vais la partager sur Facebook, peut-être que... » Il la partage sur Facebook, la photo devient virale, elle fait 6000 partages en 24 heures à peine, enfin ça va à une vitesse folle. Ça se répand à travers tout le pays, et à partir de ce moment-là, je reçois des messages des gens aux 4 coins du continent qui me proposent un café, un lit chaud, un repas, qui me proposent un échange juste par message si je me sens seul. Enfin, c'est le déclencheur humain de l'aventure, clairement. Ça me permet de rencontrer des personnes incroyables, d'en apprendre plus sur la culture canadienne, sur le passé du pays, sur le présent du pays, sur l'éventuel futur du pays. Enfin, ça me permet de vraiment m'immerger dans la culture canadienne, et c'est un plus non négligeable, parce que je découvre un pays sur l'aspect extrême de celui-ci, sur l'aspect impitoyable en étant dehors, mais je rencontre aussi des gens au cœur immense et vraiment à la générosité infinie. Les automobilistes me klaxonnent, me saluent, s'arrêtent pour faire des selfies. C'est cool, c'est génial. Hop. Stop. Vous avez bien entendu automobiliste. C'est certainement le moment de vous expliquer quel chemin j'ai choisi de prendre et pourquoi. Depuis le départ de l'aventure que je vous raconte ici, je marche sur l'autoroute à, disons, 90% du temps. Alors pourquoi ? Eh ben c'est plutôt simple. Premièrement, l'autoroute, c'est la route à suivre qui se rapproche le plus d'une ligne droite d'est en ouest. Prendre les chemins de traverse, ça triple purement et simplement la distance totale de mon épopée. Ensuite, l'autoroute est la seule route me garantissant un sol un minimum déneigé. Enfin pas avec 2 mètres de neige quoi. Parfois je prends des routes secondaires, c'est comme ça que je me suis retrouvé à marcher à travers une base militaire à Petawawa en Ontario. Et qu'un 4x4 kaki est gentiment venu me dégager de là. Aussi, l'autoroute me permet d'avoir accès à des points de ravitaillement plus fréquents. Parce que rajouter des provisions dans mon sac ne ferait que l'alourdir, ce qui est impensable à ce moment-là de l'aventure.
À tous ces avantages s'ajoute un inconvénient majeur, le risque de se faire renverser. Depuis tout à l'heure, je vous parle d'autoroute, donc vous imaginez très certainement l'A10 avec ses magnifiques glissières de sécurité. Eh ben vous imaginez mal, parce que l'autoroute au Canada en hiver, c'est ça. Les bords de route, merci. Encore bien foutu ça, le camion qui arrive. Putain, c'est pas possible. Bon, refermons la parenthèse et retour dans mon quotidien. Pour être honnête, c'est qu'on serait presque content de voir de la neige. Parce que du coup, il fait beaucoup plus chaud. Je suis en t-shirt quasiment, pas de moufle. Je passe de moins 40 il y a 2 jours, là il y a de la neige, il fait moins 5. Demain, on remonte apparemment en positif. C'est très compliqué s'adapter à tout ça. Je vous montre une expérience marrante. Il y a de la neige qui tombe dès qu'on touche les parois. Voilà. Je passe par énormément d'émotions différentes. Je passe par beaucoup de moments difficiles. Il y a vraiment des gros moments de doute finalement. Sur le manque des proches, sur ce genre de trucs, sur pourquoi je fais ça finalement, pourquoi je m'impose ça. Heureusement, dans ce contexte, la moindre petite chose peut devenir un véritable réconfort. C'est des sachets que m'a donné Harrison. Ce sont des sachets militaires qui réchauffent sans flamme, sans rien. Donc on teste ce soir. C'est des rations militaires, ce soir c'est hamburger. On va tester, on va voir. Mais ma foi, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu du tout même. Une grande partie de mon quotidien consiste à affronter les dangers. En gros, c'est quoi les dangers que j'affronte à longueur de journée? C'est les camions. Je viens de vous en parler, vous avez compris, il m'arrive plusieurs fois de devoir sauter dans les congères en bord de route pour échapper à un camion qui m'a pas vu et qui manque de m'écraser de très peu, qui me frôle parfois de quelques centimètres. Le froid, ça paraît évident, mais on va quand même en parler très rapidement. Le froid me surprend. L'hypothermie, ces dangers-là, les engelures, on y pense. Par contre, il y a certains aspects du froid que, en tant que Français bordelais, nous paraissent peut-être inimaginables. Je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes pour les Canadiens et pour les habitants des pays de grand froid, mais on peut transpirer par moins 30, par exemple. Et quand on transpire par moins 30, la transpiration gèle. Ça crée donc une fine couche de glace à l'intérieur des vêtements, et ça fait perdre en efficacité thermique. Et donc, ça fait risquer des hypothermies. Et ce que ce charmant jeune homme oublie de vous dire, c'est que quand le vent se lève, il se passe ça. Évidemment, il y a le danger de blessure. Je porte un sac de 40 kg sur le dos tous les jours depuis une trentaine de jours. J'en peux plus, clairement. Ça fait quelques semaines que mon corps m'envoie des alertes, notamment au niveau de l'épaule gauche. Et au 30e jour de marche,
mon corps perd le combat contre mon sac, clairement, et mon épaule cède à la douleur. C'est à un point terrible, c'est-à-dire que là, je peux plus marcher, je peux plus avancer, parce que chaque pas fait rebondir le sac sur mon épaule et donc me détruit le corps tout entier. J'en fais des malaises, je me mords les lèvres au sang, je hurle, je pleure. Enfin, c'est une douleur qui est assez dure à gérer. Grâce à l'incroyable générosité qui s'est mise en place donc depuis le poste d'Harrison, la chaîne canadienne d'entraide se met en route en fait finalement. Et je suis reçu dans la ville suivante, c'est-à-dire à Sudbury. Je suis reçu très rapidement par un médecin en urgence qui va me diagnostiquer donc une bursite de l'épaule gauche. Donc chez le docteur pour soigner pour diagnostiquer déjà mon problème à l'épaule. Ça fait quelques temps que j'ai mal. Hier, j'en ai hurlé, j'en ai pleuré, je ne pouvais plus avancer. C'est une bursite de l'épaule. La bursite est une inflammation des bourses séreuses périarticulaires et des tendons souvent provoquée par une sollicitation répétitive de l'articulation ou des tendons environnants. En gros, c'est ça. Anti-inflammatoire, et va voir pour un kiné. Voilà. Le médecin il me dit que c'est même pas la peine de penser à continuer avec ce sac sur le dos et qu'il me faudrait plusieurs semaines de repos vraiment et des séances de kiné pour que je reparte à neuf. Évidemment, c'est hors de propos parce que je suis en train de faire ma traversée. Je peux pas me permettre, je peux m'octroyer 3 semaines de vacances à me faire masser par un kiné et j'ai pas d'autre solution que de le porter le sac pour l'instant. Donc je profite du fait d'être dans une ville pour prendre 3 jours de repos et essayer de réfléchir à une solution. Décidé de sortir marcher pour la tempête de neige. Pour pas prendre trop de confort. Trop de confort non plus. Pour pas laisser mon corps s'habituer à la facilité. Je suis sorti marcher dans la neige. En ville. C'est pas mal. Alors du coup, sur les réseaux sociaux, je poste mon problème. Tout le monde se met à réfléchir, tout le monde essaye de trouver une solution. Et finalement, la solution vient de Marc et Nicole, qui m'offrent une petite remorque à vélo d'occasion. Et Stéphane, un artisan hors pair, me prépare un ski rétractable et un harnais sur mesure, et donc me customise mon nouveau chariot, mon nouveau compagnon de route. Unfortunately, you wanna be the song
Petit barbecue de steak d'orignal pour fêter ça. J'ai donc un nouvel ami qui va porter le fardeau de mon sac pour moi. Il va m'accompagner sur les prochains kilomètres. Il faut donc lui donner un nom. Et en l'honneur de Terry Fox, le plus grand héros canadien moderne, je lui donne le nom de Terry. Bon, après la géographie, un peu d'histoire. Si tous les Canadiens et une grande majorité de Nord-Américains connaissent Terry Fox, il est totalement inconnu de notre côté de l'océan. Terry, de son vrai nom Terrence Stanley Fox, est né le 28 juillet 1958 à Winnipeg. Dès sa plus tendre enfance, il est un sportif émérite. Plongeon, foot, rugby, baseball, basket. On n'arrête plus le petit Terry. Et petit, c'est bien le mot. Au secondaire, il ne mesure qu'1m52 et le problème c'est que Terry il adore jouer au basket. Mais peu importe sa taille, il va s'entraîner tous les jours, plus dur que n'importe qui. Et c'est ainsi qu'il devient arrière titulaire dans l'équipe de sa fac de Port Coquitlam en Colombie-Britannique. Dans le même temps, il continue à pratiquer plongeon et natation et en profite même pour se mettre à la course de fond. Tous ses coachs lui prédisent une grande carrière pro, mais Terry lui tout ce qu'il veut, c'est devenir prof de PS et transmettre sa passion. Le 12 novembre 1976, Terry est impliqué dans un accident de voiture. Pas de réelles séquelles, mais une douleur au genou droit subsiste. En mars 77, la douleur s'intensifie et le pousse à aller consulter à l'hôpital. Le diagnostic tombe. Terry est atteint d'ostéosarcome, une forme de cancer des os. Le seul traitement envisageable pour lui sauver la vie est l'amputation de sa jambe droite à 15 cm au-dessus du genou. C'est probablement à cet instant précis que beaucoup d'entre nous nous serions laissés abattre. Mais pas Terry. 3 semaines seulement après son amputation, il marche déjà avec une prothèse. Rick Hansen, un autre futur héros canadien, lui suggère d'essayer le basket en fauteuil roulant. Terry rejoint les Cable Cars de Vancouver et devient champion national 3 fois de suite. 3 ans après son amputation, Terry se lance dans la réalisation d'un projet aussi fou que sublime. Il va traverser le Canada de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique, en courant. Il nomme cette incroyable aventure le Marathon de l'Espoir. Il espère récolter $1 par Canadien pour la recherche contre le cancer. Le 12 avril 1980, Terry trempe sa jambe dans l'océan Atlantique, à l'extrême est du pays. De là, Terry va courir 42 km par jour, tous les jours. Il entraîne avec lui dans son sillage toute une nation. Une nation fière d'être canadienne. Le 1er septembre 1980, à quelques kilomètres au nord-ouest de Thunder Bay, Ontario, et après 5373 km en 143 jours, il est forcé d'arrêter son marathon de l'espoir. Une douleur persistante à la poitrine et au cou se fait sentir. Des rayons X révèlent la présence de métastases dans ses poumons. Son cancer est revenu. Terry meurt le 28 juin 1981 à New Westminster en Colombie-Britannique, à l'âge de 22 ans. Non seulement il aura récolté 22 millions de dollars et aura donc largement atteint son objectif, mais il aura laissé une trace indélébile dans la mémoire des gens. Aujourd'hui encore, Terry Fox est un symbole, un modèle d'inspiration, la preuve que la persévérance et le courage peuvent repousser les limites. Et me voilà donc lancé vers l'ouest avec Terry à ma suite. Les premiers kilomètres se passent bien, c'est-à-dire je me sens vraiment mieux, c'est une vraie plus-value dans mon voyage. Ça me soulage énormément le dos, donc j'ai toujours cette douleur, mais il n'y a rien qui s'aggrave ou qui s'empire. Ça lui permet même de se reposer un peu. J'ai quelques petites douleurs au niveau des points d'appui avec le harnais, mais rien de bien méchant honnêtement par rapport à ce que c'était avant avec le sac. Dès le premier jour, bam, je prends 40 km, donc ça change tout dans mes objectifs journaliers, ça change tout dans mon sentiment de réussite, ça change tout dans ma progression. C'est une vraie plus-value, honnêtement. On a une première nuit un peu funky avec mon nouveau meilleur ami Terry qui nous rapproche.
Après avoir passé quelques 2 heures, 2 heures et demie peut-être, à pelleter 3 mètres sur 4 de neige superficie sur 1,50 m de hauteur, planter ma tente, installer mes trucs, me brûler les doigts de froid par moins 30 degrés, quelque chose comme ça. J'ai fini par trouver refuge dans un restaurant ouvert, qui dépend d'une station-service. La station-service est ouverte cette nuit. Donc je revenais juste boire un café et le type m'a dit "Mais non, on dort à l'intérieur, enfin." Donc c'est cool, je vais dormir au chaud et j'ai passé 3 heures à monter, démonter ma tente, à me faire du mal, mais au moins je dors au chaud sur une banquette dans un endroit. C'est une partie de l'aventure assez intéressante. En hiver, les journées sont particulièrement courtes. Parfois, je me fais avoir par la tombée de la nuit avant même d'avoir fini ma journée de marche. Ce qui crée des situations très peu confortables, comme marcher au beau milieu de la nuit par exemple. Et qui dit nuit dit visibilité restreinte, et dit froid accentué. Après une quarantaine de jours de marche, j'arrive dans la petite ville de Blind River, en Ontario. J'y suis accueilli à bras ouverts par Paula et sa famille, le temps de m'immerger encore plus dans le quotidien des Canadiens. Je retrouve un foyer loin de mon foyer, l'espace de quelques instants. Quand je repars, je me sens bien, je suis en jambes. Et c'est plutôt rassurant que je me sente bien et que les choses aillent dans le bon sens, parce que j'approche de façon critique de l'étape la plus compliquée de mon voyage, c'est-à-dire le tour du lac supérieur. Allez, encore un petit peu de géographie. Le lac supérieur, c'est le plus grand lac du monde, avec une superficie de 82 350 km². Ce qui correspond grosso modo à la taille de la Nouvelle-Aquitaine. Il plonge ainsi jusqu'à 406 mètres de profondeur et contient 12 232 km³ d'eau. Ça paraît un peu abstrait tous ces chiffres, donc en gros ça représente 4 892 800 000 piscines olympiques. Il a été baptisé par des explorateurs français du XVIIe siècle qui avaient constaté son altitude plus élevée que les autres grands lacs. Si l'été les berges du lac se parent de touristes et de stations balnéaires en tout genre, l'hiver c'est une toute autre histoire. Il peut y avoir plusieurs centaines de kilomètres entre deux points de ravitaillement. Alors ça grimpe, ça descend, ça grimpe, ça descend. Ce genre de colline. Ils sont à fond. Je suis parti de 0 JPP. En 1 h 30 j'ai fait ça. 2 bornes. Terry, il est très sympathique, mais il n'est pas tout léger. C'est-à-dire là, avec le sac et tout plein fait, il doit faire une bonne 60aine de kilos, parce qu'il y a le ski, etc. Enfin, il pèse lourd quand même. Donc le tirer dans les montées et le retenir dans les descentes, ça quand même me pompe un peu d'énergie, alors moins que si j'avais un sac évidemment. Mais c'est pas facile. Beaucoup de virages aveugles, énormément de virages aveugles, avec beaucoup de camions sur la route. D'ailleurs, quasiment exclusivement des camions sur cette portion-là de la route, qui me voient clairement pas toujours,
Donc souvent, je dois les éviter en plongeant encore une fois dans les congères, mais avec Terry, donc ça complique un peu le saut. J'apprends à me détacher très rapidement de mon harnais pour pouvoir éviter l'impact avec le gros camion qui arrive en face. Et puis ça me fatigue aussi parce que je dois être ultra vigilant en permanence. J'ai pas le droit à l'erreur, j'ai pas le droit de me relâcher parce que si je déconnecte ne serait-ce que 30 secondes, il suffit qu'un camion arrive en face et je me fais découper, quoi, clairement. Et le lac m'épuise, il me draine toute mon énergie. Il y a une espèce d'ambiance mystique qui s'en dégage, c'est-à-dire que j'ai l'impression que le lac me fait comprendre que je suis pas chez moi, me fait comprendre que pour l'instant il me tolère, mais jusqu'à quand Et là, comme sorti de nulle part, comme si j'avais besoin de ça, la nuit la plus froide de ma vie. Cette nuit-là, il fait moins 52 degrés. Je vous le donne en mille, moins 52 degrés, c'est froid. C'est foutrement froid, honnêtement. Je me fais un feu qui me réchauffe pas du tout, tellement il fait froid. Pour vous donner une idée de ce que ça fait de passer une nuit par moins 52, moins 52, tout s'arrête autour de vous. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. Dès que je suis plus en mouvement, je ne sens plus mes membres, je ne sens plus mes extrémités. C'est vraiment ça. Obligé de mettre quasiment mes pieds dans le feu pour avoir un espoir de sentir quelque chose. Je commence à avoir peur des engelures. Je me mets dans mon duvet, qui est un très bon duvet, qui est un duvet adapté pour ce genre de conditions. Mais là, c'est tellement froid, tellement humide, que je commence à avoir des vertiges, je commence à avoir des nausées, enfin les symptômes de l'hypothermie, clairement. Et je m'endors en étant pas convaincu de me réveiller, là, pour le coup. Et c'est peut-être la première fois que ça m'arrivait depuis que j'étais parti, d'avoir vraiment peur de ne pas me réveiller le lendemain matin. Et je suis donc extrêmement heureux d'ouvrir les yeux le matin. Mais entre l'effort physique et les conditions climatiques, je commence vraiment à être exténué. Ces routes sans fin, putain, j'en peux plus. Je suis arrivé à saturation. Je pense que je suis arrivé au bout. 1300 km que je marche. Je suis fatigué, ma famille me manque, ça fait plus de 2 mois que je suis parti, j'ai froid, j'en ai marre. La pluie, la neige, le vent, le froid. J'en peux plus. Et même la beauté époustouflante des paysages ne suffit plus à me remonter le moral. Et voilà que par-dessus tout ça, mon meilleur ami, mon compagnon qui était derrière moi et me poussait au cul, Terry, casse. Il avait déjà eu quelques petits soucis qu'on avait rafistolés de ci de là, mais cette fois il casse pour de bon. Alors je me trouve chez Doreen, Dave et Journey, dans la petite ville de Marathon en Ontario, qui est une petite ville du coup au bord du lac Supérieur, qui est une charmante petite ville d'ailleurs. Dave m'emmène voir un soudeur pour réparer Terry. Donc j'arrive devant chez le soudeur, il n'est pas là, donc je l'attends.
Pendant que je l'attends, deux personnes arrivent dans un pick-up. Ils descendent, ils me disent bonjour, ils me disent qu'eux aussi ils attendent le soudeur. Ils se présentent, un des deux s'appelle Joël. Joël, grâce à Facebook encore une fois, a eu vent de mon histoire. Donc on discute, on échange. Je lui explique que je suis là pour faire réparer du coup Terry, le petit chariot. Joël, c'est le genre de gars qui va se laisser pousser les cheveux pendant 2 ans, les couper, en faire don à une association qui va en faire des perruques pour les offrir aux gens qui sont malades et qui sont sous traitement, sous chimiothérapie. Donc on discute avec Joël et puis celui-ci finit par me dire bah, je vais chercher des cafés, est-ce que t'en veux un? Donc j'accepte. Donc Joël monte dans son pick-up et s'en va chercher des cafés. Entre-temps, le soudeur arrive. Il m'explique qu'il va pouvoir réparer Terry après l'avoir examiné, mais que ça va clairement être du temporaire et que ça va pas non plus durer, surtout dans les conditions, que ça va pas continuer comme ça longtemps. Après 5 minutes à chercher des outils et à se creuser un peu la tête sur comment on pourrait faire pour que ça tienne le plus longtemps possible, il reçoit un coup de fil, il discute 30 secondes, et je le vois revenir vers moi avec le sourire en me disant « Bon, bah, tu peux dire adieu à ton chariot, parce que quelqu'un t'en offre un nouveau tout neuf. » Pas sûr de comprendre au début, honnêtement. Je me dis, qui, pourquoi, enfin, qu'est-ce que. Quoi, en fait? Donc je suis vraiment pas convaincu de comprendre ce qui se passe, de bien comprendre la situation. Et le soudeur, donc Sylvain d'ailleurs, Sylvain m'emmène dehors. Je vois Joël qui descend de son pick-up, qui va à l'arrière, en sort un carton qui contient un chariot flambant neuf, me le tend et me dit, ça c'est pour toi. Je pense qu'à ce moment-là, on a tous compris la générosité des Canadiens et à quel point elle n'avait pas de limite. Et c'est le moment, je pense, où j'ai perdu mes mots pour exprimer ma reconnaissance envers tous ces gens. Donc on dit au revoir à mon meilleur ami, petit Terry, qui est dead, qui est mort à force de casser 3 fois en une semaine. Donc on dit au revoir à Terry. Terry 1er, c'est très émouvant. Et on dit bonjour à Terry 2, tout neuf, qui est un cadeau de Joël. Donc on dit au revoir au cadeau de Marc et Nicole pour dire bonjour au cadeau de Joël. Au revoir Terry. Ça, c'est le lac supérieur gelé. Et cette espèce de chaos que vous voyez, il est provoqué en fait par le vent qui crée des amas de glace qui glissent les uns sur les autres. Hey. Ça peut ressembler à rien, mais ça fait 2 mois que j'ai pas vu d'herbe. Donc le fait de voir de l'herbe, c'est réconfortant. Le printemps qui arrive et la fonte des glaces. Ce truc qui était épais et dur comme du métal il n'y a pas si longtemps.
De l'eau libre, enfin. Avec le printemps vient aussi la fin de l'étape du lac supérieur. Je passe par Thunder Bay, au monument de Terry Fox. C'est ici qu'il a dû mettre un terme à son marathon de l'espoir. J'en profite pour rendre hommage à Terry 1 et baptiser Terry 2. J'ai installé ma tente à cheval entre deux fuseaux horaires, c'est plutôt marrant. Et c'est ma première nuit en température pas trop négative. Ma première nuit où je peux être sans les gants, en petit t-shirt, où il fait pas chaud, il va faire -2 ou -3. Mais première nuit où c'est appréciable. Ça c'est la bouteille à pisse, le thermos. Ça c'est des trucs qu'on m'a donné sur la route aujourd'hui. Hop, la petite lumière. Pas de glace sur les parois pour la première fois. Après, ça reste un printemps canadien. J'arrive dans la petite ville de Kenora, pas loin de la frontière entre l'Ontario et le Manitoba. Et Kenora a une particularité digne d'un film d'animation Disney. En effet, on y trouve des biches de ville. C'est dans ce contexte que je m'approche de la frontière entre l'Ontario et le Manitoba, et qui marque une étape, la plus grosse étape, clairement, jusqu'à présent de mon voyage. Je vais enfin quitter l'Ontario et son impitoyable autoroute 17. L'autoroute 17 et son manque absolu de bas-côté. L'autoroute 17 et ses camions qui ont manqué de me frapper à longueur de journée. L'autoroute 17 et ses collines et ses virages aveugles. Donc je suis soulagé d'enfin quitter l'Ontario après y avoir passé 80 jours. Donc je traverse cette frontière heureux d'enfin franchir une étape très symbolique, mais aussi le cœur lourd de quitter toutes ces belles âmes et ces nouveaux amis que je me suis fait tout au long de la route. L'Ontario, à ce moment-là, reste clairement une province qui va me marquer à vie. Jour 80, on est le 3 avril 2019 et aujourd'hui, c'est le Manitoba. Après 80 jours en Ontario, bonjour au Manitoba.
Et voilà que, comme pour fêter mon arrivée au Manitoba, la nature se réveille finalement. En temps normal, il vaut mieux éviter de nourrir les animaux sauvages. Mais l'hiver avait été tellement rude pour eux aussi que les autorités autorisaient ponctuellement cette pratique. Vous avez pas le droit de manger, vous, apparemment. Vous êtes des goinfres, vous pourriez en laisser à vos gamins? Non, j'ai plus rien. Oh, ces truffes! Oh, les pauvres! Vous allez manger? Oh, les pauvres Titi. Mais non, mais vous êtes des sagouins, enfin. Je m'approche de Winnipeg, la capitale du Manitoba. Et vous pouvez même pas imaginer à quel point je suis heureux de m'approcher de Winnipeg. Parce que Winnipeg est une ville, ça peut sembler rien comme ça à l'oreille, mais c'est une ville qui est symbolique pour moi à deux niveaux. Déjà, ça représente la moitié de mon trajet. Donc c'est quand même une étape énorme de toute cette aventure. Winnipeg, c'est aussi la ville où Mathilde, ma coéquipière, ma compagne, vient me rejoindre. C'est le point de rendez-vous qu'on s'était fixé avant le départ. Ça fait 3 mois qu'on ne s'est pas vu. Ça fait 3 mois qu'elle est dans mes oreilles dès que j'ai du réseau et qu'elle m'encourage, qu'elle me soutient, qu'elle m'entend me plaindre, qu'elle m'entend pleurer, qu'elle m'entend douter, qu'elle me voit passer par les pires phases possibles et qu'elle est toujours là pour m'encourager, pour me filer des coups de pied au cul. Et c'est clairement grâce à elle que j'arrive à avancer, vraiment. C'est grâce à elle que j'arrive jusqu'à Winnipeg parce que j'ai aussi envie de la retrouver. Donc Winnipeg est une ville à haute valeur ajoutée dans tout ce périple. On s'octroie 3 semaines pour se retrouver. Un point à l'endroit, un point à l'envers, un point à l'endroit, un point à l'envers. Super les retrouvailles. C'est aussi une bonne occasion de découvrir le pays en marchant loin des autoroutes. À Winnipeg, j'effectue aussi mon premier passage à la télé canadienne. J'en ai d'ailleurs profité pour me parer de mon plus bel accent français. Now, over 100 days into his journey, Dylan Auguste has safely arrived in Winnipeg. I left Montreal, I think mid-January, something like this, like on the 14th. On arrête ici, la suite de l'interview sera peut-être dans l'éventuel bêtisier du documentaire. Winnipeg, c'est aussi la ville de notre rencontre avec Chloé, Willy, Ben, Lily et Wallace. La famille symbole de tout cet amour canadien, qui deviennent des amis, clairement, qui sont des amis encore aujourd'hui, et une des plus belles rencontres de tout ce périple, voire de ma vie. Mathilde rentre en France, il est temps pour moi de reprendre la route. J'ai le cœur plus léger, mais une douleur à la jambe gauche a fait son apparition il y a quelques semaines. Et elle s'intensifie petit à petit. C'est quand même pas dégueu ici. Allez, encore un peu de géographie, mais très rapide, et c'est la dernière, promis.
On appelle prairie canadienne la partie du territoire qui s'étend du bouclier canadien à l'est jusqu'aux montagnes rocheuses à l'ouest. Les prairies regroupent les provinces du Manitoba, du Saskatchewan et de l'Alberta. C'est une des plus grandes régions agricoles du monde et on y cultive principalement du blé. Et dans les prairies, il y a du vent. Beaucoup de vent. Et c'est plat. Très plat. D'ailleurs, les habitants des prairies ont un dicton vraiment représentatif. Ils disent que tu peux t'asseoir sur le palier de ta porte et regarder ton chien courir vers l'horizon pendant des jours. Maintenant que j'y suis, je suis pas convaincu que ce soit juste une expression. Et dans les prairies, il y a des trains aussi. Beaucoup de trains. Dans les prairies, c'est aussi plutôt désolé. Il peut y avoir des distances plutôt grandes entre deux points de ravitaillement, entre deux points habités. J'ai deux choix. Soit je coupe cette grande distance en plusieurs morceaux, mais ce qui veut dire que je pars avec plus de poids dans mon chariot, parce que du coup, je dois anticiper le fait que j'ai pas beaucoup de ravitaillement. Soit je fais cette grande distance d'une traite, et je peux m'alléger en termes de poids. Et comme je commence à fatiguer un peu, que mes muscles commencent à être endoloris, que mon corps commence un peu à envoyer des alertes rouges d'un peu partout, je décide de faire une grande distance, mais plus léger. Je ne sais pas si c'est la meilleure décision, mais toujours est-il que c'est la décision que j'ai prise. Alors, premier jour de très très beau temps. Il a fait 27 degrés, grand soleil toute la journée. Du coup, le résultat, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Je suis quelque peu brûlé parce que j'ai pas anticipé du tout le truc. J'étais trop habitué aux conditions hivernales plus et à être couvert que à ça. C'est mon premier jour en short et en t-shirt et je me suis fait démonter. Là je suis à mon 40e kilomètre à peu près de la journée. Je fais une pause parce que je voudrais marcher de nuit, je voudrais tenter quelque chose. Je voudrais rallier Portage-la-Prairie à Brandon, donc en gros 120 et quelques kilomètres, sans dormir, sans m'arrêter. Enfin sans m'arrêter, à part faire des pauses comme ça, mais sans dormir, tout ça. En 24 heures, faire 120 km. On va voir. J'espère arriver jusqu'au bout. J'ai pris le soleil toute la journée, donc je suis brûlé sur la peau, je suis déshydraté, j'ai une insolation, mais je continue. J'essaye de me réhydrater avec ce qui me reste de provisions. J'essaye de manger un peu, j'ai du mal, mais j'essaye de manger un peu. J'en suis au kilomètre 60 de cet ultra méga giga marathon. Je commence à avoir des vertiges, je commence à être crevé comme c'est pas permis. On va voir, je vais réfléchir. Vers 3-4 heures du matin, je longe une forêt. Je suis en lisière de forêt. Et j'entends du bruit, je sens comme une présence, en fait, à ma gauche. Et donc j'ai ma lampe frontale, je tourne la tête, et je vois des petites billes qui luisent. Alors, lisière de forêt, un tout petit peu, qui me surplombe d'une 50aine de centimètres à peine, mais qui me regardent. Et je comprends donc que ce sont des paires d'yeux qui se dessinent tout au long de ces bois. C'est une meute de loups, en fait, d'une vingtaine de loups qui me regardent. Il y a deux solutions. Soit ils ont déjà bien mangé et ils sont plus curieux qu'autre chose, soit ils sont affamés et ils sont en mode chasse. Je prie évidemment pour qu'on soit dans le premier cas, mais comme je ne peux pas laisser mon sort au hasard, je prends mon destin en main. J'ai une hachette qui est accrochée à Terry et j'ai un grand couteau d'aventure. Je me munis de ces deux armes blanches, je les brandis au-dessus de ma tête et je cours vers les loups en hurlant, en espérant les faire fuir. Ça fonctionne, ils étaient donc plus curieux et repus qu'affamés, donc ils s'enfuient. Les loups ont fui, mais il y a quand même la possibilité qu'ils continuent de me suivre,
Donc je suis en alerte, je suis fatigué parce que ça fait plus de 70 km que je marche maintenant. Et je dois rester vigilant, je me retourne constamment. Je suis quand même pas serein, on va pas se mentir. Finalement, je sors de cette forêt, de ce bois, me retrouve à nouveau dans les prairies, parce que apparemment j'ai croisé la seule forêt des prairies, et elle était habitée par des loups, donc super. Je me retrouve dans les prairies, le soleil se lève, donc relâchement, je suis heureux. Cette journée-là, j'ai marché 20h15, j'ai fait 83 km, et j'ai même eu le temps de croiser une meute de loups sur le chemin. Donc je pense que c'est clairement une journée qui va rester gravée dans ma mémoire toute ma vie. C'est le changement de saison, on est quand même dans un vrai printemps enfin. C'est quand même autre chose de pouvoir être dans sa tente en short, pieds nus, en t-shirt. Avec un chapeau, j'ai l'air con, je sais, mais c'était pour marquer la différence avec le bonnet. Ça fait quand même plaisir. Ça fait plaisir, vraiment. De pas calculer tout ce qu'on fait en se disant je vais crever si je vais juste dehors pour prendre une pause pipi. Enfin, c'est quand même agréable, vraiment, très agréable. On va peut-être en profiter pour refaire un tour de la tente maintenant que l'hiver est fini et vous montrer comment la différence de place. J'ai la place de m'asseoir tranquille maintenant, bouger les jambes et tout. Pour les animaux sauvages, petit couteau et petit bear banger. Alors, le truc qui ressemble à un stylo, c'est un bear banger. Ça sert à repousser un ours sans lui faire de mal, juste en lui faisant peur. En gros, en action, ça donne ça. La bouteille d'eau qui a remplacé la bouteille de pisse, c'est très bien ça. La batterie toujours pour recharger le téléphone, les affaires de la journée, parce qu'il n'a pas fait beau aujourd'hui. Mes lunettes, ça c'est les emballages évidemment. Matelas, oreiller et duvet, mon sac à dos d'appoint, chaussures, thermos. Voilà, parfait. C'est parfait. La lueur du feu de bois qui tient à éloigner les animaux sauvages. Est-ce qu'on peut entendre les coyotes la nuit? Le beau temps et la chaleur amènent aussi leur lot de complications, notamment les incendies. Malgré les conditions climatiques qui deviennent de plus en plus clémentes, mon corps m'envoie énormément de signaux de détresse. Au jour 134, je traverse la frontière entre le Manitoba et le Saskatchewan, qui devient ainsi la 4e province dans laquelle j'évolue, après le Québec, l'Ontario et le Manitoba. Le 6 juin approche à grands pas. Et le 6 juin, c'est une date vraiment importante, parce que c'est le jour au cours duquel on célèbre le débarquement en Normandie. Le 6 juin 1944, 4266 navires de transport et 722 navires de guerre débarquent sur les côtes normandes, avec à leur bord plus de 200 000 jeunes soldats, principalement britanniques, américains et canadiens. Ils viennent, au péril de leur vie, prêter main forte à l'Europe qui lutte contre le nazisme.
Dans un registre bien moins héroïque et historique, il s'avère que le 6 juin, c'est aussi mon anniversaire. Cette année, je le fête au fin fond du Saskatchewan, tout seul. Enfin, je crois que je vais le fêter tout seul. En fait, Mathilde et Chloé, dans mon dos, avaient tout organisé pour que Chloé conduise 8 heures aller-retour et vienne me faire la surprise depuis Winnipeg, en m'amenant une tarte au citron, mon petit péché mignon, et pour que je ne sois pas seul le jour de mon anniversaire. Ça me fait chaud au cœur, ça me fait du bien, mais concrètement, à ce moment-là de l'aventure, mon corps est à bout. Dès que je fais 1 kilomètre, je fais des malaises. Dès que je marche 10 minutes, mes pieds se mettent à saigner. Après quelques semaines à me plaindre d'œdème au petit doigt de pied, ce qui devait arriver arriva. L'ongle s'est détaché. Voilà. Enfin, mon corps m'envoie des alertes de partout, ça devient horriblement dur de continuer à avancer. J'insiste quand même, je veux aller au bout, donc je change de moyen de transport. Je trouve une petite boutique, j'achète un vélo, j'essaye de l'équiper pour continuer l'aventure. D'abord avec Terry 2 derrière moi. Je me rends compte que c'est trop lourd, que j'y arrive pas, donc j'essaie avec des sacoches. Je me déleste d'une grande partie de mon matériel, notamment mon matériel d'hiver que je portais encore avec moi, même si là il faisait 40 degrés. Donc j'essaye d'avancer avec le vélo. Le vélo c'est pareil, je fais 1 kilomètre, je suis à deux doigts de tomber dans les pommes, j'arrive pas à avancer. Je veux vraiment continuer, j'insiste, mais mon corps me refuse le droit d'aller au bout. Je pense que je suis arrivé au bout du bout de ce que je pouvais faire. Mon corps y est plus, mon esprit y est plus, je suis... Je suis rincé, je suis détruit. Ça fait 149 jours et quasiment 3000 km que je marche. C'est la fin. J'ai beau continuer à me répéter, un pas après l'autre, un pas après l'autre. La formule magique qui m'a porté jusqu'ici, je suis à bout. Je peux plus avancer. Je suis déjà nostalgique. Mon premier jour me revient, presque en noir et blanc. Que retenir de cette aventure ? Il est, je pense, encore bien trop tôt pour le dire. Je me retrace le film de cette incroyable épopée humaine, revois les visages souriants, chaleureux, inquiets, parfois même surpris de mes interlocuteurs. Je me rappelle des larmes et des souffrances, du plus beau coucher de soleil de ma vie. J'essaie d'appréhender et d'accepter petit à petit tout ce que la glace et la chaleur m'ont apporté. 5 mois après mon départ, je n'arrive toujours pas à me faire à cette générosité désintéressée, cette gentillesse parfois impensable à laquelle j'ai été confronté tout au long de ces 3000 km. C'est la meilleure et la pire aventure de ma vie. J'ai plus appris en 5 mois qu'en toute une vie humaine. J'ai déjà des projets plein la tête, des rêves de gamin, d'exploration polaire qui datent de l'époque de mes lectures des aventures de Picsou. Mais peu importe ce que la suite me réserve, cette aventure sera définitivement la plus grande de toute ma vie. Je suis parti de mon Bordeaux natal, où l'hiver le plus froid que j'ai connu nous a peut-être fait descendre le mercure jusqu'à -12, où j'ai vu 3 fois la neige, et encore par petits flocons. J'ai débarqué dans cet immense pays, presque hostile, par -25 degrés. Je m'y suis forgé plus que n'importe où ailleurs. J'y ai pleuré plus que n'importe où ailleurs. Je me suis dépassé comme je ne pensais même pas en être capable.
Après avoir bossé des années dans le domaine de l'urgence préhospitalière, je pensais avoir tout vu, ou du moins être capable de tout voir. Ici, j'ai découvert autre chose, une autre vie. J'ai toujours été seul, sans jamais vraiment l'être, tout au long de ces 3000 km. Je me suis découvert, certes, mais plus important encore, j'y ai découvert le Canada. Ou du moins, mon Canada.